Je m'appelle Christophe Ondelat, je présente Ondelat raconte tous les jours à 14 h sur Europe 1. Enfin, pour moi, c'est d'abord progressif. Ça s'est fait sur 20 ans. Et donc, c'est pas une révolution. Une révolution, ça va plus vite que ça. 20 ans, finalement, c'est long aujourd'hui. Donc, je crois que ça a été plus une évolution qu'une révolution. Pour moi, le changement majeur qui est un changement de perspective, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Et qu'au fond, la communication a toujours existé, qu'elle ait existé par le papier, par la parole, par le téléphone arabe, par le tam-tam, par ce qu'on veut. Ça a toujours existé. Et ensuite par le papier. Mais ce qui a changé, c'est qu'on ne parle plus à ses voisins. C'est qu'on ne lit plus ses voisins. On lit un Guatémaltèque à égalité avec la personne qui habite l'appartement à côté. Et ça c'est une révolution. Quand ça sera doublé d'une intelligence artificielle qui sera capable de passer la barrière des langues, totalement. Les traducteurs sont misérables, c'est pour ça que l'intelligence artificielle attend de loin que ça vienne. Les traducteurs sont encore misérables, mais lorsque les traducteurs seront efficients, à ce moment-là, le monde entier nous sera accessible. Donc ça, c'est ça pour moi, la transformation numérique, c'est la mondialisation, en vérité. Plus que l'aspect technologique. Parce que l'aspect technologique se heurte à une limite, c'est notre capacité à engranger tout ça, à lire tout ça, à voir tout ça. On n'a pas le temps. Les journées n'ont pas doublé de volume. Celui qui habitait autrefois à Bayonne et qui s'intéressait au Guatemala, il avait des infos sur le Guatemala. Mais aujourd'hui, il peut avoir toutes les infos sur le Guatemala en direct. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'intéresse plus à ce qui se passe à Bayonne? Eh bien si, il s'intéresse quand même à ce qui se passe à Bayonne. Puis de toute façon, ce qui se passe en France l'intéresse aussi un peu. Mais ces journées, elles font toujours que 24 heures. Et comme la charge de travail a plutôt, me semble-t-il, augmenté pendant ces années-là, alors oui, il y a une ouverture incroyable, une levée des frontières, mais en vérité, il y a une frontière qu'on ne pourra pas lever, c'est le temps dont on dispose. Et donc, ça nous amène à nous recentrer sur quelques sujets de prédilection qui nous intéressent individuellement, pour lesquels le champ est sans limite, mais pour le reste, en vérité, ça ne change pas grand-chose, je pense. Pour la radio, le numérique a été un immense sauveteur. Je pense que nous étions un média condamné. La courbe de l'âge de nos auditeurs était vieillissante. Nos auditeurs aujourd'hui dans les radios dites périphériques, les radios privées comme Europe 1, RTL, RMC, etc. ont 60 ans de moyenne d'âge. C'est pas très encourageant. On avait donc perdu les jeunes et on les a perdus il y a longtemps. Et donc, nous étions mécaniquement condamnés à l'extinction. Le numérique nous a offert une perspective qui a transformé notre métier. La radio, c'était un média avant qui s'envolait. Je disais un mot dans un micro, il y avait des gens qui l'écoutaient. Ceux qui l'écoutaient, parmi ceux-là, certains l'entendaient, d'autres ne faisaient que l'écouter, ça frôlait leur oreille, ça ne s'arrêtait pas. Et puis quand ils disaient « Mais qu'est-ce qu'il a dit là ?» C'était déjà trop tard. On ne pouvait pas faire marche arrière. Et nous-mêmes, dans nos radios, nous n'avions pas de mémoire de la radio que nous faisions. Nous faisions tourner des bandes magnétiques qui enregistraient le programme 24-24 à une vitesse de 3,5 cm/s, ce qui donnait un enregistrement de très très mauvaise qualité, qui était inexploitable en rediffusion. On ne pouvait pas rediffuser les programmes que nous faisions. Gros avantage de la situation. Vous disiez une bêtise. Elle s'évaporait. Aujourd'hui, la radio a une vie infinie. Moi, aujourd'hui, je fais des programmes. J'ai fait des programmes il y a 3 ans qui sont toujours consultés aujourd'hui, tous les jours. Ce qui s'envolait autrefois se fige aujourd'hui et fabrique ces fameux podcasts qui ont une durée de vie éternelle. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'émission de radio que je fais aujourd'hui, puisqu'elle est dans un secteur très spécialisé, en particulier quand je raconte des affaires criminelles, et que personne d'autre que moi ne fait ça, alors pour avoir la mémoire des affaires criminelles des années
80, 90, 2000, 2010, 2020, etc., jusqu'à ce qu'on me prête vie, on devra retourner à mes récits dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils seront là, dans le même état. Et donc, on travaille maintenant pour l'avenir, alors qu'on travaillait pour l'instant. C'est un changement total de perspective. Ça a une conséquence, je trouve, assez glaçante, c'est que ça interdit l'erreur. Sinon, l'erreur se répercute pendant des siècles. Donc ça entraîne une vigilance accrue. Aujourd'hui, une émission comme la mienne sur Europe 1 fait autant de podcasts que d'audience dite linéaire, c'est-à-dire de gens qui écoutent la radio. Donc on est à égalité. Vu le mouvement qui s'est passé ces dernières années, il est indubitable qu'à très moyen terme, on fera plus de podcasts que d'audience en direct. On peut imaginer que les radios FM, qui continueront d'exister dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, finalement, ne seront que des diffuseurs de podcasts. Que l'attention sera portée sur la fabrication du podcast. Ils seront mis en ligne à disposition sous forme de podcast et par ailleurs diffusés sur la FM ou la radio numérique qui arrive. Ça ne sera sans doute plus notre attention principale. On a un outil qui nous permet de cibler notre audience précisément, au clic près, de cibler les gens précisément. On connaît leur profil. On peut de manière assez fine, probablement à moyen terme, savoir qui nous écoute, ce qui les intéresse, ce qui ne les intéresse pas, quelles cibles sont intéressées par ça, quelles autres sont intéressées par ça. Il est évident que dans les 5 ans qui viennent, notre attention va se porter plus sur la fabrication de contenus fermés, bouclés, à durée de vie illimitée, qui par ailleurs seront diffusés en modulation de fréquence ou sur la radio numérique. Mais notre attention ne sera plus portée sur le direct comme elle l'était avant. Et d'ailleurs, quelque chose de très emblématique, moi j'ai pratiqué la radio depuis plus de 30 ans. Je suis un homme de direct. J'adore le direct, mais j'en fais plus. Ça n'a plus vraiment d'intérêt pour moi, avec ce que je fais, de faire du direct. Je préfère enregistrer un produit extrêmement propre, extrêmement léché, qui lui va durer et ne jamais s'envoler et ne jamais se perdre. Finalement, j'ai passé les 25 premières années de ma carrière à parler dans le vent, et aujourd'hui, on est dans le dur, quoi. Voilà. Ça bouge plus. Évidemment qu'il rajeunit l'audience. Parce qu'on le voit bien, les gens... Moi, j'ai changé plein de fois d'horaire sur ma chaîne. Et les gens... Il y a des gens qui gueulent en disant « Ah ouais, mais alors maintenant il est à 14h, et avant il était à 17h, et puis avant il était à 16h. » Ça n'a aucune importance en vérité, puisque le podcast, qui est le parallèle exact de ce que je fais à l'antenne à 14h, le podcast, il est disponible 24/24, 7 jours sur 7, le jour ou la nuit, on peut l'écouter à l'heure à laquelle on est disponible. Donc voilà, ces gens-là sont des personnes âgées. Aucun jeune ne dit aujourd'hui « Ah bon, t'as changé d'horaire ?» En vérité, les gens ils s'en fichent que je change d'horaire, puisque c'est toujours disponible. 24/24. Et ça, c'est très excitant. C'est très excitant. Il n'y a plus d'horaire. Si quelqu'un veut m'écouter à 8h du matin, au lieu d'écouter une matinale d'info, il peut m'écouter à 8h du matin. Je me suis aperçu, par exemple, que les gens ont un usage nocturne. Beaucoup de mon émission. Notamment des faits divers. Parce que la nuit, le crime, la peur, tout ça, ça va ensemble. Eh bien, ils m'écoutent la nuit, ils m'écoutent le soir, à 23h, à minuit, à 1h du matin. Il y a des gens qui s'endorment avec mon émission, alors qu'en vérité, elle passe à la radio à 14h. Pour l'instant, le podcast est financé par le budget de l'antenne en direct. Moi, j'ai un budget pour faire l'antenne en direct. Et de ça, on tire un podcast qui n'a aucun coût sur le plan économique, et qui donc ne nécessite aucune recette. Quand ces podcasts, comme on le fait actuellement, sont rediffusés sur YouTube, on a un retour sur investissement. La chaîne récupère un retour sur investissement. Mais moi, mon pari, c'est que très vite, on fabriquera des podcasts pour être des podcasts que par ailleurs on diffusera sur la chaîne, auquel cas il faudra qu'on ait un retour sur investissement à travers la publicité
Mais sur YouTube, on a d'ores et déjà des retours d'investissement sur investissement à travers la publicité. Oui, ça va. Il y aura de la publicité dans les podcasts à l'avenir, plus qu'il n'y en a aujourd'hui. C'est évident, parce que tout a un coût. Moi, il me faut une journée entière pour écrire une émission, entière, 8 à 9 heures d'écriture, et les auteurs qui me les prémâchent, ces émissions, ils y passent 5 jours. Un auteur, chez moi, il a un salaire mensuel, et il fait 4 émissions par mois, pas plus. Donc évidemment, une émission comme ça a un coût. La première chose qui a transformé la radio, qui a bouleversé la radio, moi ça je l'ai vécu de l'intérieur, c'est le téléphone portable. La première grande révolution de la radio, ça a été le téléphone portable, parce que ça nous a permis de faire intervenir à l'antenne en direct des gens qui, au lieu d'être chez eux devant leur téléphone fixe, comme c'était autrefois, pouvaient appeler de là où ils étaient, de leur voiture, de leur bureau, de leur tracteur quand ils sont agriculteurs, de leur camion quand ils sont chauffeurs routiers, etc. Et donc ça nous a amené des gens dans la vie, là où le téléphone fixe nous cantonnait en gros aux retraités, et aux chômeurs, et aux femmes au foyer. On a eu des actifs. Cette révolution s'est doublée d'une révolution dans le reportage. Moi, quand j'étais reporter, pendant la guerre de Yougoslavie, par exemple, c'est pas le bout du monde. On est dans les débuts des années 90. On partait en Bosnie-Herzégovine, on partait à Sarajevo, on quittait la côte croate à Split. Là, on avait une remontée qui pouvait durer une journée en fonction du nombre de barrages et des capacités à rentrer dans Sarajevo. Mais tant qu'on n'était pas rentré dans Sarajevo, on pouvait appeler personne. On était coupé du monde. Si on décidait d'aller en province pendant la guerre, dans des villes de province de Bosnie, qui ont été pour certaines des villes martyrs, comme Zenica, comme Travnik, bon, ben là, c'était coupé du monde complètement. On partait une semaine, moi, il m'est arrivé d'aller une semaine à Travnik et à Zenica, par exemple, et pendant une semaine, je n'appelais pas ma rédaction. Ils ne savaient pas où j'étais. Ils ne savaient pas si j'étais vivant, mais ils ne savaient pas ce que j'avais à leur raconter non plus. Et je rentrais à Split, et après, j'allais à l'hôtel, et là, je me collais au téléphone, et une semaine après, je racontais ce qui m'était arrivé une semaine plus tôt sur le terrain. Ça a bouleversé notre métier. Les premiers téléphones satellites, et le système, après, a atteint la télévision avec la capacité à transmettre des images par 4 téléphones portables collés côte à côte qui se partagent le signal image pour l'alléger et qui le reconstituent à la fin. Aujourd'hui, des boîtes comme BFM TV retransmettent des images avec des boîtiers qui sont épais comme un petit livre. Et ça a changé l'usage de notre métier. Je vois que on a maintenant des applis sur nos portables qui nous permettent d'intervenir à l'antenne avec une qualité stéréophonique comme si on était en studio. De donner l'illusion d'être en studio, mais en vérité on est chez soi. Ou on est dans la rue, on est à la maison, ou on est aux chiottes. Bon, voilà. Et je pense que la radio va être affectée en continu par des progrès numériques, les progrès du numérique comme ça. En même temps, aujourd'hui, on est à 100% de nos possibilités là-dessus. C'est-à-dire que on ne peut pas être plus instantané, on ne peut pas être plus rapide, on ne peut pas être plus interactif, on ne peut pas... Voilà. Pour la radio, je pense que l'évolution technique est atteinte. Le max de l'évolution technique est atteint. C'est maintenant dans comment on pense nos programmes pour quelque chose qui n'est plus instantané, mais qui est à durée de vie illimitée. Probablement que la radio linéaire s'éteindra avec les gens qui y sont très attachés, c'est-à-dire avec les gens qui ont aujourd'hui plus de 40 ans. Enfin, sur la musique, c'est pas tant. Avant, autrefois... pour qu'un album réussisse, Michel Sardou allait à RTL, le présentait, et puis il disait, voilà mon nouveau disque, et puis on écoutait le disque de Michel Sardou, et parce qu'il passait sur RTL, il se vendait. Aujourd'hui, la musique ne passe plus par la radio. La musique a échappé à la radio depuis plus de 20 ans. Il reste des radios musicales, mais elles sont vécues comme des programmes d'accompagnement, au fond, simple d'accès, on appuie, on a de la musique en fond, mais celui qui s'intéresse à la musique ne va pas aller écouter des émissions de radio aujourd'hui. L'univers du numérique a ouvert le champ de la musique et il a échappé à la radio. Il y a fort à parier que ça sera comme ça dans tous les champs et que donc la radio en tant que fil linéaire qui diffuse des programmes dans l'ordre de 6h du matin à minuit n'existera plus. Ou continuera d'exister comme un agrégat de produits qui ont été conçus pour être écoutés par des cibles, des gens auxquels on a pensé et auxquels on va s'adresser par un autre biais que le canal de diffusion de la radio.